Philippe Bordas, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, photographe. Vous présentez actuellement une exposition sur les cavaliers Mossy à la galerie In Camera dans le 7e arrondissement à Paris. Une exposition qui sera exposée jusqu'au mois de septembre. Comment est né ce projet ? En fait, à une époque où je faisais encore parce que j'aimais bien ça, des pochettes de disques pour des chanteurs africains ou de rap, c'est le chanteur de reggae le plus populaire en Afrique, Tiken Jah Fakoly, qui m'avait déjà demandé, dans son obsession de faire des photos historiques, de faire des photos avec les chasseurs au Mali. Et puis après, il m'a dit, j'aimerais que tu me photographies avec des grands cavaliers africains. Donc je m'étais renseigné, et puis j'ai vu que c'était au Burkina Faso, évidemment, pays du cheval, qui a le cheval sur son drapeau, que ça se passait. Et donc on est arrivé sans connaître le pays, ni Tiken Jah ni moi, à l'aéroport. On est monté dans un 4x4 et puis là, il y avait des cavaliers qui nous attendaient. Mais les cavaliers, ils n'ont pas suivi le taxi, ils ont encadré et escorté le taxi jusqu'à l'hôtel en écartant toutes les voitures, en faisant un peu des mouvements d'acrobatie. Et puis ni la police, ni l'armée, ni personne ne trouvait rien à redire. Et on est arrivé jusqu'à l'hôtel, mais comme si on avait été pris en main par une troupe à cheval, mais dans la ville même, sur le bitume. Et puis, peu à peu, ça m'a intrigué cette histoire, j'ai un peu sympathisé avec les cavaliers. J'ai découvert qu'il y avait aussi des cavalières et que ça faisait un groupe de jeunes qui vivaient dans Ouaga à cheval, qui allaient au resto en boîte à cheval, et qui, pour eux, ils avaient aussi des petites mobylettes pour la vie de tous les jours, mais quand il s'agissait de faire une sortie un peu festive, en groupe ou un peu de séduction, le cheval était l'arme fatale, comme quand on a un super scooter puissant chez nous, ou une mini Morris avec le toit ouvrant, quoi, voilà. Ça s'est commencé comme ça. Une fonction sociale du cheval, une fonction économique aussi peut-être un peu ? Dans leur cas, oui, parce que comme ils viennent de familles de cavaliers, qu'ils ont appris à faire des exercices virtuoses dans ce pays où le cheval est roi, ils sont toujours invités pour faire des fantasias pour les fêtes familiales et surtout les mariages, parce qu'un bon mariage a toujours sa fantasia. Donc ils gagnent de l'argent comme ça. Et avant que le pays soit un petit peu sinistré pour le tourisme, il faisait aussi beaucoup de petites excursions pour les touristes et des cours dans des haras autour de Ouaga. Donc Comment cette mémoire s'est perdue ? Il faut rappeler que les Mossy constituent la principale ethnie du Burkina Faso, qui avait aussi une histoire de la cavalerie, mais qui s'était perdue un peu. Oui, en fait, tout ce que j'ai pu voir, ces cavaliers et cavalières qui vivent dans la ville, c'est comme le renouveau, la résurrection très marginale, urbaine et totalement informelle d'une tradition équestre énorme, puisque sur ce haut plateau du Burkina régnait jadis une cavalerie de dizaines de milliers de cavaliers, de soldats. Et quand les Français ont... C'est la colonisation française qui va balayer... Voilà, en 1896, il y avait la mission de triste mémoire, vous les chanoines, des militaires fous qui ont tout détruit sur leur passage. Il y a un corps expéditionnaire qui est arrivé à Ouaga, où il y avait un roi qui a mis toute sa cavalerie en face, mais devant les mitrailleuses, il n'en est rien resté. Et surtout, la colonie française a voulu éradiquer cette puissance symbolique. Et il a fallu longtemps pour que des historiens, des chercheurs et tous ces petits gens de la rue, déjà, reconstituent ne serait-ce que les habillements, les harnais, les selles de la grande époque. Comment vous avez réalisé ce projet ? Parce que je suppose, quand on voit un peu l'état des animaux dans ce pays, souvent il y a des problèmes d'alimentation. Je suppose qu'il faut rester sur de longues périodes pour réaliser, et puis pour rentrer dans l'univers aussi de ces cavaliers. Oui, c'est-à-dire les cavaliers sont tous dispersés dans Ouagadougou, qui est une grande ville rectiligne, mais un peu paysanne, dans le sens où très vite on est devant des zones de terre. Chacun a son petit haras, son cheval. Et là, dans le quartier de Nioksin, qui est un ancien quartier des forgerons, il y a une famille, la famille d'Hermé, qui elle est devenue un peu la famille genre Bartabas, comme on connaît chez nous, qui a les grands dresseurs, les grands cavaliers. Et là, j'ai pu rester avec eux, mais on ne peut pas demander, moi je voulais faire mes photos, il me fallait rester un certain temps, mais
mettre un cheval en place là, dans les conditions de sécheresse et de pénurie de ce pays, il faut quand même qu'il soit nourri, qu'il soit en forme, qu'il soit peigné, soigné. Donc ça demandait du temps, de l'argent. C'était pas évident. C'est la première fois où pour faire des photos, il fallait quand même que j'aide matériellement les cavaliers qui voulaient me faire l'honneur de refaire des choses à cheval, qu'on remette parfois le cheval en état. C'était quand même... Remettre le cheval en état, peut-être travailler aussi sur les vêtements, les uniformes des cavaliers et des cavalières. Oui, eux, ils ont eu un grand plaisir pour certaines photos à reconstituer. Ils étaient une trentaine, une cavalerie à l'identique de celle d'époque, avec des garçons et des femmes, des garçons avec les lances, les arcs et une femme amazone. Donc c'est des petits gars de la rue qui vont en boîte, qui écoutent du rap, mais qui n'hésitent pas de façon autonome, sans demande étatique, ministérielle, à remettre en vie ce qui faisait le cœur historique même de leur nation. C'est ça qui est très beau. Alors Philippe Bordas, vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage. Vous avez travaillé sur les boxeurs au Kenya, sur les lutteurs, sur la lutte traditionnelle au Sénégal aussi, sur les chasseurs récemment au Mali. Quels sont vos prochains projets africains? Bon, j'avoue que j'aimerais, si la situation se calme un peu, retourner à Ouaga. Je ne suis pas très en confiance parce que je travaille tout seul et je pars en vélo ou en mobilette tous les jours dans le même quartier. Et bon, là en ce moment la situation n'est pas très calme et elle est très dure, peut-être même pour moi si j'y vais, mais elle est aussi surtout très très dure pour les cavaliers eux-mêmes qui en ce moment n'ont plus de touristes et n'ont pas tellement de ressources pour survivre. Et sinon, pour l'instant, j'essaye surtout de faire des livres avec tous les sujets que vous avez dit. J'ai déjà fait un livre sur les boxeurs et les lutteurs qui s'appelait L'Afrique à point nu, qui est paru au Seuil. Et là, je veux faire un grand livre sur ce génie africain qui est Brûlis Boisbré, un inventeur d'écriture. Et faire un double livre aussi sur ces chasseurs du Mali et ces cavaliers du Burkina, qui, dans la même zone géographique, sont quand même, dans les deux cas, un peu des guerriers ressuscités. Mais j'aimerais découvrir un nouveau pays, mais tout ce que j'ai découvert en Afrique, ça a toujours été non pas le fruit d'une décision théorique prise à Paris, mais le hasard d'une rencontre. Alors je me laisse porter par le vent. Ce qui vous intéresse, ce qui vous motive, c'est les résurgences historiques. Oui, les résurgences historiques, et puis aussi ce qui m'a toujours impressionné en Afrique, c'est que j'en ai pas du tout la vision apocalyptique d'autres photographes comme Depardon ou Salgado qui ont vraiment enregistré les traces existantes et réelles d'un désastre. Moi, je suis un môme des cités, j'ai toujours vu que de la fête, de l'héroïsme. J'ai vu des boxeurs qui voulaient être champions du monde et dans un petit bidonville de Nairobi qui sont devenus champions du monde. J'ai vu un inventeur d'écriture, Brûlis Boisbré, alors que moi je suis écrivain, lui, il n'essaye même pas d'inventer un style, il invente une écriture. J'ai toujours vu des choses qui m'ont mis en admiration. Et c'est pas de l'exotisme parce que tout ce que j'ai vu en Afrique m'aide à réaliser mon œuvre en langue française d'écrivain. C'est des suscitations, et puis oui, c'est un aspect, pour moi il y a un aspect d'héroïsme dans le sens où c'est quand même souvent des personnes seules ou des petits groupes qui décident de remettre en vie une cavalerie que le gouvernement ou les grands intellectuels ont laissé complètement tomber. Et ou Brûlis Boisbré qui décide de donner une langue à son pays, la Côte d'Ivoire, qui, comme tous les pays d'Afrique, vit encore, soi-disant, en indépendance, mais avec comme langue usuelle ou le français ou l'anglais, alors que les grands intellectuels comme Brûlis Boisbré ont toujours pensé, comme Cheikh Anta Diop ou même certains intellectuels africains du Black Power, qu'on ne peut pas libérer une nation si on ne libère pas sa langue. Donc voilà, moi c'est de l'admiration pour des gens que je côtoie et qui sont des exemples. Vous êtes plutôt afro-optimiste quand on regarde un peu l'évolution de ce continent, que vous pénétrez, vous, par les quartiers difficiles ou par les petits métiers Je suis assez optimiste, oui et non, parce que les erreurs stratégiques de l'Occident là, ont largement autorisé la pénétration d'AQMI et de tout l'islamisme à partir de la Libye et tout le radicalisme en Afrique, qui vraiment met dans une situation de misère et d'oppression les peuples du Mali avant de mettre en danger des intérêts occidentaux. Et en même temps, il y a une effervescence extraordinaire en ce moment, intellectuelle, artistique.
Et oui, ça bouillonne, même dans le cinéma, des voilà. places comme Hollywood, mais aussi il y a plein de petits projets. Là, j'entendais récemment de dessins animés muets. Enfin, il y a de l'effervescence Ah oui, oui, puis créatrice. là, et puis il n'y a pas du tout de sclérose intellectuelle. La seule chose qu'il faut arriver, c'est à libérer les gouvernements de, je ne vais pas dire de la corruption, mais simplement de l'amour immodéré et sans fin pour l'ancien système colonial. Voilà, il suffit. Le Mali et en est un exemple. Le gouvernement a complètement disparu. Moi, j'y ai vécu un certain temps. Mais la disparition du gouvernement, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui au Mali, est vraiment symptomatique d'un système global dont on voit le résultat final. Avant, il y avait des pertes, comme chez Mobutu, la population était exsangue et les gouvernants enrichis au maximum, mais il n'y avait pas d'incursion étrangère. Trouve-t-on facilement ou de plus en plus de mécènes privés africains prêts à travailler sur ces mémoires, financer des projets? Moi, je n'en connais pas personnellement, mais c'est vrai qu'entre la fondation Zinsou, la fondation Donouaï à Abidjan et d'autres maintenant grands mécènes et grands collectionneurs aussi, il y a une reprise en main et qui balaye totalement la perception de l'art africain vu par l'ethnocentrisme occidental. Voilà. Donc je pense aussi que c'est aussi plus compliqué quand on est français, c'est-à-dire que maintenant il y a aussi quand même c'est bien satisfaisant sur bien des plans, mais difficile à vivre aussi. Il y a aussi le fait que plus personne parfois ne parle français, où il y a une certaine animosité maintenant envers les étrangers. Au Mali, là, la présence française a été tellement désastreuse qu'il y a des mauvaises réactions envers les Français. Il y a plein de choses nouvelles qui se passent, qui sont des choses politiques, et que moi je dois gérer alors que je ne suis pas un émissaire de l'État, et ni un militaire. Mais ça me fait plaisir en même temps de voir cet état d'indépendance intellectuelle, de voir des artistes africains qui ne rêvent pas de venir au Louvre ou dans une galerie de Paris et qui font leur business au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. Je trouve ça magnifique. Philippe Bordas, merci. Merci à vous.